Eh bien bonjour, je suis heureux de vous présenter un nouvel ouvrage des éditions Vox Gallia. Ça fait déjà maintenant plusieurs mois que je n'ai pas publié de nouveaux livres. C'était en février sur le Moyen-Âge, sur une époque de servitude et de ténèbres. Un livre qui a bien fonctionné d'ailleurs. Je vous en remercie. Et alors du coup, c'est un livre qui s'appelle La vie de Paris sous Louis XIII. C'est un livre que vous aviez sollicité, plébiscité lors du précédent sondage. Il était arrivé en deuxième position, le premier étant sur le Moyen-Âge que vous aviez choisi et que j'ai publié. Mais là, je voulais vraiment publier ce livre-là de Louis Batifolle, qui est un historien de la fin du 19e et du début du 20e. Il est mort en 1946. C'est un élève de Fustel de Coulanges, un historien plutôt connu, des milieux plutôt monarchistes. Donc c'est un spécialiste de Louis XIII. Voilà, il a beaucoup écrit sur ce règne. Et c'est un règne qui est intéressant à plus d'un titre. Et là, ce qui m'intéressait, en tout cas dans ce livre-là, c'est qu'on s'intéressait à la vie des Parisiens, la vie de Paris. Donc là, il se focalise vraiment sur une ville, mais bon, c'est une des villes les plus importantes à l'époque. Donc vous allez vraiment découvrir ce qui constitue la population parisienne, mais aussi les différents corps de métier. Vous aurez les aménagements des rues, des places, vous aurez un petit point sur les tavernes, les cabarets, vous aurez un point sur les églises, le clergé, comment s'articule tout ça dans la ville de Paris, sur la prévôté de Paris, sur un certain nombre de choses qui constituent l'organisation de la vie à Paris au XVIIe siècle. Puis, avec les chansonniers, les charlatans. Ah, les charlatans du Pont-Neuf. Arracheurs de dents, vendeurs d'onguents et d'emplâtres, opérateurs, toute la gamme est représentée. On vient les voir et surtout les entendre à cause de leur bagou et de la drôlerie de leur boniment comique. Une des interlocutrices des célèbres dialogues du temps, qu'on appelle les caquets de l'accouchée, dit que le petit peuple y mène les enfants plus soigneusement qu'au sermon. Il y a des charlatans de tous les pays, parlant toutes les langues, l'italien, l'espagnol, le latin, le grec. Ils promettent des merveilles de guérir n'importe quel mal en 24 heures pour une pièce de 8 sols. L'un nous raconte Antoine de Rombise dans son récit d'un voyage à Paris, à l'air misérable. Il est à cheval sur une pauvre bête efflanquée, le manteau troué. Il fait un grand discours pour expliquer qu'il prétend conserver soigneusement les dents. Or, il ne lui en reste plus qu'une dans la bouche. La belle garantie. Dans un premier temps, je peux vous expliquer simplement les quelques points importants présents dans le livre. Sur l'aménagement, par exemple, vous avez un chapitre sur l'aménagement de Paris sous l'époque de Louis XIII, même si la plupart des places, des rues, des hôtels ont été initiés sous son prédécesseur, Henri IV. On a l'exemple de la place Dauphine à Paris, qu'on connaît bien aujourd'hui, qui a été construite, tout d'abord a été initiée sous Henri IV, en l'honneur du dauphin, d'où le nom, du dauphin Louis XIII. Donc ça a été poursuivi jusqu'au règne de Louis XIII, mais vous avez comme ça un certain nombre de places, d'hôtels particuliers, de rues qui vous sont présentées. Et à cette époque-là, au XVIIe siècle, on accorde de plus en plus d'importance à l'esthétique de Paris. Le pouvoir royal va commencer à s'intéresser à l'agencement, à l'organisation des rues de Paris. D'ailleurs, les nombreux étrangers qui viennent sur place sont assez émerveillés de cette ville de Paris qui brille de mille feux. Les commerces sont très importants, très dynamiques à cette époque-là. Et à partir du début du XVIIe, dès 1600, une nouvelle fonction royale, ce qu'on appelle le voyer, qui est un officier royal en charge de l'aménagement public, va commencer à donner son avis, c'est-à-dire que les maçons qui construisaient les hôtels, les maisons, vont devoir passer par lui. Avant, c'était un petit peu arbitraire, l'agencement, la construction, et à partir du début du XVIIe siècle, donc là on est vraiment sur le siècle de Louis XIII aussi, le voyer va donner son avis, ce qui est en définitive, c'est le roi qui donne son avis sur les constructions. Il va falloir l'accord du voyer et donc du roi pour construire, pour que les maçons commencent à construire ces hôtels particuliers.
Donc on a vraiment une organisation qui évolue, on est vraiment sorti de l'époque médiévale et on arrive dans une nouvelle ère. Ce qui est intéressant aussi, c'est bourré de petites anecdotes. Et à cette époque-là, au XVIIe siècle, il n'y avait pas de numéros sur les rues. Donc quand on devait se rendre chez quelqu'un, il était très compliqué de savoir précisément quelle était la maison où on devait se rendre. Donc généralement, c'était des petites pancartes avec des images. On a l'exemple dans le livre d'une image sur une petite pancarte adossée à une maison de Sainte-Catherine. Donc on disait telle rue, à côté de telle pancarte, c'est là où vous devez vous rendre. C'est à partir du XVIIIe siècle que les numéros des maisons vont commencer à apparaître et ce sera beaucoup plus facile que cette petite pancarte qui est adossée à chaque maison et chaque hôtel particulier. On a aussi l'anecdote de Monsieur Sauvage à Paris, qui a été le premier à mettre à disposition des petites voitures. Donc à l'époque, les voitures, c'est pas comme aujourd'hui, hein, vous avez compris, donc tirées par des chevaux. Le point de départ de ces voyages qu'il proposait dans Paris était devant son hôtel particulier, qui était l'hôtel Saint-Fiacre. Et donc donc c'est un petit peu l'ancêtre des transports en commun, si vous voulez. Et ça a pris le nom de l'hôtel particulier, ce qu'on appellera plus tard prendre le fiacre. Ça vient de ce monsieur Sauvage qui a été le premier entrepreneur à proposer un service de transport en commun dans la capitale. Donc voilà, dans ce livre, vous aurez des explications de l'organisation, mais vous avez aussi énormément de petites anecdotes très croustillantes qui vous montrent un petit peu comment vivaient nos ancêtres, les Parisiens. Et vous verrez que c'était bien loin de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a aussi un point sur l'économie de la ville de Paris, une économie un peu différente puisque la plupart des approvisionnements venaient de la Seine, c'était le moyen de transport le plus efficace, le plus facile et le plus moins onéreux. Il y avait énormément de boulangers, par exemple, il y a cet exemple des boulangers, ils sont 250 dans Paris. Ils sont 600 dans les faubourgs parisiens, mais ce n'est même pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a un tel besoin de blé qu'on a des difficultés à stocker ce blé qui est considérable. Et du coup, on est contraint de faire venir du blé des provinces environnantes. Et il y a une telle demande de pain que ce sont des boulangers forains qu'on appelle à l'époque. Donc, c'est-à-dire que ce sont des boulangers qui viennent de l'extérieur pour proposer leur pain, et ils sont 900 boulangers comme ça itinérants autour de la ville de Paris et qui viennent même dans la ville de Paris pour proposer leur production, puisqu'il y a une telle demande que le nombre de boulangers est insuffisant. Donc vous avez aussi le stockage de l'alimentation dans Paris qui se développe, s'organise. Aujourd'hui, on parle des halles à Paris. On le met au pluriel pour une raison toute simple, c'est qu'à l'époque, il y avait 3 halles qui permettaient de stocker toute l'alimentation. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une à Paris. C'est d'ailleurs une place à Paris. Et vous allez vraiment découvrir la façon dont tous les métiers s'organisent pour pouvoir nourrir la ville de Paris. Et ça grouille d'activité, ça grouille dans la population. Les étrangers sont fascinés quand ils viennent. Ils se logent dans des auberges, dans des cabarets. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la plupart des étrangers trouvent la location des chambres extrêmement onéreuse, donc ça n'a pas vraiment changé. Et ils trouvent que les Français mangent énormément. Et ils mangent à toute heure. Les cabarets, alors pas le cabaret, les auberges, là où on reçoit et on propose de la nourriture, propose de la nourriture à toutes les heures. Il n'y a aucun arrêt dans le service et ça fascine vraiment les étrangers. C'est vraiment l'art culinaire à la française à ses débuts. C'est vraiment une spécificité française déjà au XVIIe siècle. Et donc là, vous avez toutes ces petites anecdotes qui vous donnent vraiment l'impression d'être à Paris au XVIIe. Cependant, les règlements concernant ces taverniers et cabaretiers sont assez sévères. En principe, souci singulier, ils ne sont autorisés à recevoir chez eux que les étrangers passants, à l'exclusion des domiciliés de la ville. Les dimanches et fêtes, ils doivent fermer leurs boutiques et ne recevoir personne aux heures de la grand-messe et des vêpres. Chaque soir, il aurait prescrit de mettre tous leurs clients à la porte quand la cloche de Notre-Dame a sonné lentement le couvre-feu.
Ceci est à demi observé. Mais ils doivent surtout ne jamais donner à manger de la viande pendant le carême, ne pas tolérer les jeux de cartes, interdire à leurs clients de jurer et de blasphémer. Il y a aussi un passage intéressant sur la prévôté et les échevins. C'est l'organisation municipale de la ville de Paris. On s'aperçoit qu'aujourd'hui c'est sensiblement organisé de la même manière. Donc le prévôt des marchands, les échevins, c'est un petit peu l'équivalent du maire de Paris et des principaux conseillers municipaux, voilà, les adjoints, dirons-nous. Donc tous les quartiers parisiens sont chargés d'élire un représentant, souvent, ça a même tout le temps lieu d'ailleurs, le 16 août, c'est toujours le lendemain de la grande fête du 15 août, et toutes ces personnes fraîchement élues se rendent à la prévôté de Paris se présenter la liste des personnes élues, et le prévôt des marchands, avec les échevins, demande audience au roi pour pouvoir présenter le nouveau conseil municipal. Donc c'est une sorte de ratification, de validation du souverain de cette municipalité. Et ensuite, donc là vous avez vraiment tout le détail, comment les élections dans les quartiers s'organisent, comment ça se prépare, et même jusqu'à l'audience avec le souverain. Et une fois que le souverain a validé cette nouvelle organisation municipale, les échevins et le prévôt des marchands reviennent installer la nouvelle municipalité. Il y a aussi énormément de fêtes populaires. Et toutes les municipalités, pas que celle de Paris d'ailleurs, en France, parmi les grandes fêtes, vous avez les feux de la Saint-Jean. Et là, vous avez vraiment l'explication de comment se préparent ces grandes fêtes municipales. Donc là, on ferme les rues. Les maisons sont décorées. Vous avez l'interdiction évidemment de travailler pendant ces grandes fêtes. On va même jusqu'à aller chercher le roi, l'inviter à allumer le feu de la Saint-Jean. La fête de la Saint-Louis, qui est une grande fête le 25 août. Donc vous vivez vraiment toutes ces grandes fêtes dans la ville de Paris, ces grandes fêtes religieuses. Et c'est vraiment passionnant parce que vous faites vraiment un grand voyage à travers les siècles. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les églises, il y a énormément d'églises et de petites chapelles dans Paris. C'est des milliers, c'est des centaines de chapelles d'églises. Il faut s'imaginer la ville de Paris qui est évidemment moins peuplée qu'aujourd'hui, avec un bruit, alors c'est très bruyant, puisque la vie économique fait que c'est très bruyant, mais un peu moins qu'aujourd'hui quand même. Et il faut s'imaginer quand toutes ces chapelles, quand toutes ces églises carillonnaient en journée, ça devait être assez impressionnant. Et la cathédrale de Paris, qui était vraiment le point central de la ville de Paris, beaucoup d'activités existaient autour de la cathédrale. Alors je ne sais pas si vous savez, mais au Moyen-Âge, il n'y avait pas de bancs ou de chaises dans les églises. On venait, on restait debout, on s'allongeait, on restait assis. Il y avait vraiment une activité et aussi une vie dans ces grands établissements religieux. Et là, vous allez découvrir aussi cette façon de vivre la piété des Parisiens au XVIIe siècle, qui a un peu évolué de celle pratiquée par les Parisiens au XIIe, XIIIe siècle. Pas forcément mal d'ailleurs, il y a un retour à la piété, des nouveaux ordres religieux sont créés au XVIIe siècle. Les sujets du roi Louis XIII ont maintenant plus de tenue, leur foi est plus correcte. Ce serait même de cette époque que daterait l'expression de foi de charbonnier venue de l'histoire du diable déguisé en docteur de Sorbonne, entrant dans la cabane d'un charbonnier pour le tenter et lui disant « Que crois-tu ? Je crois ce que croit la Sainte Église. Et que croit la Sainte Église ? Elle croit ce que je crois. » Et le diable, ne pouvant rien tirer de plus du bonhomme, s'en serait en allé en pestant contre les simples qui s'avisent de croire sans examen. Et aussi, il y a un point très intéressant sur l'université, les collèges et les étudiants à Paris. Il y a une grosse vie étudiante. Paris, c'est depuis le XIIe siècle, XIIIe siècle même. Enfin, ça a commencé au XIIe, mais ça est devenu beaucoup plus officiel au XIIIe siècle. L'université de Paris est une université très importante en Europe. Et il y a une vie étudiante très riche, même parfois très dangereuse. Donc vous allez voir que les étudiants d'aujourd'hui n'ont rien à envier, enfin les étudiants de l'époque n'ont rien à envier à ceux d'aujourd'hui. Donc là vous avez pour une fois dans ce que je publie, généralement je m'intéresse plutôt aux rois, aux reines, aux grands de ce monde, et là je trouve intéressant de s'intéresser à nos ancêtres, la population française
de l'époque. C'est le livre que je vous propose pour cette fin d'année. Il y aura une petite surprise en toute fin d'année avec un nouveau livre que je ne vous ai pas présenté, mais c'est un tout petit livre et je vous en reparlerai d'ici un mois ou deux. En attendant, je vous invite à vous procurer La vie de Paris sous Louis XIII de Louis Batiffol, qui est au prix de 20 € et pour 260 pages, donc ça se lit assez facilement. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre non seulement les vidéos, mais aussi à commander des ouvrages de la maison d'édition Vox Gallia. Donc voilà, si vous voulez vous procurer ce livre, mais aussi tous les autres, pour Noël, mais pas que, hein, vous pouvez faire des petits cadeaux à ceux que vous aimez, mais aussi vous pouvez vous faire des petits cadeaux. Il suffit de cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo, et vous allez arriver sur cette boutique des éditions Vox Gallia. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.